Nous sommes le 29 mars 2024. Dans seulement 2 jours, on va fermer le mois de mars. Et je vous le dis simplement parce que il y a des dames, des bonnes dames d'ailleurs, qui nous disent « Nous sommes les 8 martiennes ». Pourquoi elles nous disent ça? Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, il faut qu'on en parle. Est-ce que c'est encore un sujet qui va hérisser les hommes? Je ne sais pas, mais en tous les cas, on en parlera pour terminer le mois de mars. Et c'est toujours bon, Christelle, de revenir sur notre combat commun pour faire avancer la cause des femmes, le droit des femmes. Vous n'êtes pas particulièrement concernés, mais il y a beaucoup de nos mamans qui, tous les jours, subissent des duretés, nos dames, dans les entreprises, dans la vie de tous les jours. Et ça, il faut qu'on en parle. Et pas seulement le 8 mars, elles nous disent, mais on va terminer le mois de mars en parlant de ça. Exactement, c'est un sujet qui devrait revenir sur la table très souvent parce que l'équilibre et la santé mentale et émotionnelle de la femme est très, très importante, André. Okay. Bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est vendredi saint, André. Ah oui. Voilà, il y a eu donc le chemin de croix. Les chrétiens sont allés donc essayer de se rappeler le trajet du Christ à la croix. Et c'est quelque chose de très fort et à marquer. En tout cas, c'est un mois éminemment donc, spirituel. Toutes les grandes religions profitent de la période pour se rapprocher de leur Seigneur et évidemment toute la nation est de cœur avec elle. Ils sont là, nos camarades. On commence par notre très cher Pascal Souquier-Kwame qui est avec nous. Bonsoir Christelle, bonsoir André, ravi de vous retrouver. Bonsoir chers téléspectateurs. Ben, nous aussi. André, je vais dire André Boloube, dis donc. Élisée Boloube, bonsoir. C'est vrai que je me promène régulièrement avec André, mais je suis Élisée. Voilà. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir Heureuse de vous retrouver ce soir. C'est partagé. Avec ce magnifique verre. Merci. Barry, merci d'être là. Bonsoir André, bonsoir chez vous. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et puis évidemment, j'ai un mot qui me venait, Djamo, mais si tu te rends compte. Bamo. Bamo, je sais pas comment on dit. C'est Djamo, non? Bamo aussi. D'accord. Bonsoir Marius. Bonsoir Christelle. Toujours dans l'esprit de la fête des Ignames, parce que chez vous c'est la fête des Ignames. Nous sommes toujours dans la tendance, voilà, de la célébration de la fête des Ignames et bientôt celle de Pâques. Très bien, effectivement. Alors, André. Tout est prêt. Tout est prêt. Et comme vous dites, il faut commencer et on n'a pas le temps d'attendre. C'est un sujet d'une extrême importance. Quand on parle de découpage électoral, on est de plein pied dans ce qui constitue l'une des causes de dissension au cœur donc, de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et c'est la commission électorale indépendante qui dit, écoutez, nous allons bientôt nous lancer donc sur l'ensemble du pays et demander aux uns et aux autres de s'intéresser à la cartographie électorale. Qu'est-ce qui a changé justement dans la façon de découper donc, le pays en zone électorale? Quelles sont les évolutions qu'on a observées à gauche ou à droite? Il faut que les uns et les autres s'y intéressent. Et pour ce faire, la CEI dit bien, il faut que tout le monde s'implique. Exactement. Et ça va se passer comment, André? Du 1er au 30 avril, il y aura donc des équipes terrain qui iront pour essayer justement de rencontrer les élus locaux, les sous-préfets, les préfets, enfin bref, tous ceux qui ont la charge de l'administration à l'effet d'avoir toutes les données pour retravailler quoi? La cartographie électorale, justement avec notre panel, nos amis ce soir. On essaiera de comprendre pourquoi la CEI en parle. Est-ce important d'en parler? Est-ce une problématique qui a déjà été soulevée maintes fois? Bref, vos avis. Vos avis sont attendus, tout comme les avis de nos téléspectateurs qui peuvent réagir au 98 070. N'oubliez pas, c'est le numéro qui vous permet tout de suite de vous engager en direct avec nous dans un dialogue qui pourrait vous ouvrir la possibilité d'entrer dans le panel. Exactement. Alors, Pascal, maintes fois réclamé du moins par l'opposition, ça y est, la CE se dit, essayons de regarder, et puis voilà, du 1er au 30, des missions iront pour réévaluer en fait et établir une nouvelle cartographie électorale. Quel est votre point là-dessus, Pascal? Je suis contente que cela se fasse maintenant parce que ça laisse le temps
à la CEI de préparer les échéances qui arrivent. Je me pose peut-être des questions sur le mode opératoire, l'envoi de missions à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, en tout cas partout en Côte d'Ivoire, pour creuser cette question. Est-ce que c'est une méthode que les partis politiques, ou en tout cas les acteurs de la vie politique, approuveront? Une chose est sûre, c'est que le découpage électoral, il y a de forts enjeux parce que le citoyen, c'est-à-dire celui qui vote, est rattaché à une circonscription. Et ce rattachement à une circonscription contient en lui-même des enjeux parce que ce rattachement-là va commander son vote. Exactement. Et c'est le vote qui est le cœur de tout ce qu'on est en train de dire, parce que le découpage électoral, c'est vrai, il peut avoir des incidences administratives sur la gestion même des subdivisions administratives, mais je pense que, et la CEI le dit bien, dans ce cadre-là, c'est pour les élections à venir. Donc, ce que j'en pense, c'est que c'est toujours bien, de toute façon, de réévaluer les situations et de ne pas rester dans le statu quo, surtout en la matière. Qu'est-ce qui s'est passé aux élections dernières qu'on peut améliorer? C'est cela. Les résultats seront attendus pour quand? Peut-être que la CEI viendra ici, à notre invitation, pour donner plus d'éclairage. Très bien. Merci Pascal. Barry, quand vous entendez donc la CEI demander donc à tous les acteurs locaux et politiques de s'intéresser à cette cartographie, car tout cela, évidemment, va impacter le découpage à venir. Quand vous entendez ça, vous vous dites quoi? Est-ce que tout le monde est prêt à jouer le jeu ou vous vous dites non, ça, ce n'est pas encore le moment pour les partis politiques d'intervenir? Non, je me dis que déjà tout le monde commence à jouer le jeu parce que les acteurs politiques de l'opposition ont maintes fois dénoncé le découpage électoral. Et pour moi, 2025 a déjà commencé. Et ce sont les fondamentaux de 2025. Si on veut réussir des élections transparentes et crédibles, il va falloir que ce processus de cartographie électorale et de listing électoral soit bien réalisé avec un dialogue politique qui va permettre de trouver le consensus entre les différents acteurs. Parce que les gens pensent que c'est avant, à la veille des élections, que les élections commencent. Mais en réalité, les élections, le processus, il est enclenché comme ça. Les contestations, généralement, quand on écoute les acteurs politiques, c'est toujours le listing, c'est toujours le découpage électoral qu'il faut revoir. Donc, c'est une des revendications de l'opposition qui semble être prise en compte. Maintenant, quitte aux acteurs de jouer leur rôle, parce que et l'opposition, et le gouvernement, et l'administration publique a son rôle à jouer. Donc, il va falloir trouver un condensé d'accord pour que cela puisse être exécuté comme il se doit pour nous éviter des problèmes en 2025. Élisée Boloube, le fait d'aller sur le terrain du 1er au 30 pour essayer de réévaluer la situation, qu'en dites-vous? Et Barry disait peut-être que c'est une revendication de l'opposition, on sait bien, elle avait demandé, qui semble être prise en compte. Est-ce que vous validez le mot « semble » pour vous? Non. L'opposition a été bien compris. La CEI essaie de travailler à ce qu'il y ait un meilleur environnement pour les élections à venir. Qu'en pensez-vous, Élisée? Il y a une précision à faire. Je pense qu'il faut qu'on fasse des précisions pour ne pas parce que à entendre, je pense qu'on fait un peu de confusion. Allez-y. Le découpage électoral est du ressort de l'autorité étatique, c'est-à-dire de l'administration, c'est-à-dire du pouvoir exécutif. C'est-à-dire que c'est ceux qui font le découpage électoral. Ce dont la CEI parle, qui est la cartographie électorale, est en rapport avec le processus. J'explique. Le découpage électoral, on dit on a 31 régions, on a tel nombre de communes. Ça, c'est le découpage électoral. Le découpage électoral qui est fait par l'exécutif. La CEI, dans sa cartographie, parce que dans chaque circonscription électorale, il y a des bureaux de vote. Exactement. Et vous savez que les bureaux de vote sont constitués soit des écoles, de lycées ou de certaines structures arrêtées. Et d'une année électorale à une autre année électorale, il peut y avoir des chamboulements, de sorte qu'une école qui a servi de centre de vote n'est plus en mesure d'être ce centre de vote. Donc le rôle de la CEI à travers la cartographie, c'est de se rendre dans cette circonscription, s'assurer qu'effectivement, ce lycée qui avait servi de lieu de vote il y a 5 ans ou 6 ans en arrière est encore en mesure de servir de lieu de vote. Dans le cas contraire, on trouve un autre endroit parce que le lycée n'étant plus possible. C'est aussi le lieu de vérifier, par exemple, un quartier a évolué entre-temps. C'est-à-dire, on a une localité, le quartier a évolué entre-temps, il y a eu plus de monde. On ne peut plus se limiter à un bureau de vote de 3 salles de classe. Il faut peut-être un bureau de vote de 8 salles ou de 10. Donc, et ça se fait avec l'autorité locale, c'est-à-dire les préfets, les sous-préfets et les maires. La CEI n'a aucune obligation d'associer à ça, ça je tiens à le préciser,
un parti politique. La CEI n'a aucune obligation, mais par courtoisie. Et justement, pour éviter qu'on retombe dans les problèmes de crise, la CEI a pris sur elle la responsabilité. Sinon, le mandat qu'elle a là, ne l'oblige pas à réunir, à associer les partis politiques. Mais elle se dit, pour permettre que les choses se passent dans les règles de l'art, on associe les partis politiques pour leur dire voilà ce qu'on veut faire comme cartographie. Donc, sur cette précision d'Élysée, est-ce que, parce qu'avant que moi je réagisse là-dessus, est-ce que vous avez un point ou... Non, je pense que c'est qu'Élysée dit, lui-même, il dit une chose et il répond autrement. Parce que c'est vrai que la CEI n'est pas obligée. Quand vous confiez une mission, il y a le programme initial. Oui. Mais vous pouvez aller sur le terrain et ce programme-là change. Depuis des années, on est tous ici, on suit l'opinion public, on suit les débats. Les gens se plaignent du découpage électoral. Tout à l'heure, il a parlé d'écoles, de sites de vote. Aujourd'hui, il y a des quartiers qui ont été rasés, qui ont été déguerpis. Tout à fait. Donc, naturellement, la CEI, ouais. elle fait le constat. Mais elle ne peut pas le faire, pour moi, pour la bonne marche, sachant que les politiques contestent toujours. On a tous tiré sur la CEI ici, les acteurs politiques, je veux dire. Donc, c'est une manière pour la CEI de les associer. Parce que c'est eux qui sont concernés par le processus électoral. Il ne s'est pas encore exprimé. Parce qu'Élysée a dit qu'il y a un problème peut-être de compréhension. Est-ce que vous, jusque-là, vous avez compris donc, la question qui était posée, qui était de faire évoluer la cartographie électorale et bien sûr son incidence sur le découpage électoral? Oui, en effet, la CEI est dans son rôle. Et la révision de la cartographie électorale telle que elle a été utilisée pour les élections précédentes. Et aujourd'hui, j'allais dire, sinon chaque année, elle doit être même actualisée. Et donc, c'est tout à fait indiqué que la CEI se mette tout de suite au travail et propose, à n'en point douter, aux gouvernants, à l'exécutif, une nouvelle cartographie électorale. Parce que, au final, il y a eu un moment, Barry l'a dit, lui-même Élysée l'a soutenu, nos politiques, surtout de l'opposition, ont à mille fois reproché donc à la CEI d'être partisane en ayant donc instauré une mauvaise cartographie électorale. La société civile les a même soutenus à la matière parce que lors des élections, il y a des organisations de la société civile qui accompagnent le processus électoral, qui surveillent le processus électoral. Et des rapports qui ont été donc tirés de leur constat, il est bien évident que la cartographie ne se prête pas à la réalité de la situation électorale. Mais est-ce que vous entendez le point d'Élysée? Est-ce que vous l'entendez? Oui. Il faut faire une précision. Voilà. Pour nos téléspectateurs sans compréhension. Allez-y. Ce qu'Élysée dit, la vérité de l'Élysée, c'est qu'effectivement, c'est le gouvernement qui décide. Mais la cartographie ou le découpage électoral est basé sur justement la cartographie que propose la CEI au gouvernement. C'est-à-dire que la cartographie, c'est, comme il a dit, mais il est resté sur quelque chose qui est un peu trop technique, c'est les évolutions du corps électoral. Exactement. Donc si par exemple, je dis, on prend un exemple simple, si on considère que dans la commune de Boisflé, le village qui est à côté de Boisflé peut devenir simplement peut sortir de la commune ou rentrer dans la commune, tout ça c'est du travail de la CEI. Et ce travail technique, qui est la cartographie, va servir maintenant à l'État pour dire, bon, désormais, on va découper Boisflé en 2 parties ou en 3 parties, etc. Donc, bien évidemment, en fait, c'est une totalement raison et il a été assez clair, c'est pour ça que je ne suis pas revenu là-dessus. Et pour chuter, parce que là où Élysée et moi, nous sommes en désaccord, je voulais le dire, c'est qu'évidemment, on ne peut pas faire cette réalité sans associer les partis politiques. Pour moi, ce n'est même pas une question de courtoisie. Bien sûr. Pourquoi? Parce que les partis politiques sont ceux-là même, c'est à ce moment que je vais vous poser la question, sont ceux-là même qui peuvent remettre en cause l'ensemble du processus. Tout à fait. À ce moment-là, que fait-on si on se dit qu'ils n'ont pas été associés au moment de l'analyse de la cartographie? C'est sur ce point-là justement que je voulais avoir votre réaction, mais on va écouter Pascal. Oui, je l'avais dit au début de mon propos, j'ai dit que la méthode de la CEI, j'espère également qu'elle associe les acteurs politiques. Ouais. Et ces acteurs politiques-là, c'est vrai, vous parlez de courtoisie, mais j'aimerais revenir, si vous le permettez, sur une des missions de la CEI. D'accord. On est bien d'accord que quand un État décide de faire un découpage administratif, de dire le nombre de régions dont il décide de se doter, ce n'est pas la CEI qui s'en occupe. On est bien d'accord, on avait compris. On est ici dans le cadre stricto sensus de l'organisation
d'un ensemble d'échéances dans les élections. Il est dit ici que la CEI propose au gouvernement la détermination des circonscriptions électorales et leur nombre dans le respect des lois et règlements. Donc oui, le gouvernement joue son rôle de découpeur, permettez-moi le terme, des régions et des districts. En circonscription électorale, mais que la CEI, dans le cadre d'élections, elle fait des propositions de circonscriptions électorales qui peuvent être un peu différentes de celles arrêtées par le... Alors, permettons, on a un intervenant. On a un intervenent, Christelle, et ça, quand même, ça va vous faire plaisir. Puisque c'est un Daouda, ça vous fait penser au vôtre. Daouda, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Vous appelez d'où, Daouda? Bon, je préfère garder l'anonymat. Très bien. Allez-y, Daouda, pour votre point de vue sur le sujet. Voilà. Il y a M. Balobé ou bien, bon... Élysée, dites Élysée simplement. Voilà, Élysée, qui a bien recadré le sujet. Effectivement, la mission qui est confiée à la CEI actuellement, c'est l'actualisation de la cartographie électorale. Voilà, l'actualisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CEI va envoyer des missions sur le terrain et en fonction des lieux de vote qui étaient prédéfinis, est-ce que ces lieux de vote-là existent ou bien leurs dénominations sont correctes? Et par rapport aux nouveaux quartiers, il faut créer des nouveaux lieux de vote. Oui, c'est tout ça qui va être pris en compte. Très bien. Monsieur Daouda, alors selon vous justement la question, est-ce que vous pensez que dans ce dynamisme-là, les partis politiques devraient être associés? Oui, effectivement. Effectivement. Ah, il est parti, notre très cher Daouda, même si on n'a pas eu... on n'a pas pu avoir pour connaître l'ensemble. Mais pour terminer, je voulais très court, je voulais juste dire, c'est normal que la cartographie soit actualisée parce que demain, et j'en arrive toujours aux citoyens, plus tôt on a les listes électorales, plus tôt chacun a son centre de vote, et plus tôt on ne va pas justement dans l'école qui n'est plus le centre de vote et on est associé donc à un listing électoral. Élysée, réaction. Il y a longtemps que vous vouliez prendre la parole, allez-y. Oui, moi je suis tellement légaliste sur les bords que je pense que la loi ne doit pas forcément s'accommoder de la convention. Il y a ce qu'on appelle des conventions parce qu'on estime sur la base d'une expérience vécue qu'on s'attend tous sur une manière de faire. Mais ce n'est pas la loi. Je dis et je répète, la CEI, dans son mandat qui lui est délivré dans la réalisation de la cartographie électorale, n'a aucune obligation. Et je répète encore, vous pouvez aller prendre le mandat qui régit la CEI, le décret, vous allez le lire. N'a aucune obligation d'associer les partis politiques. Mais comme par expérience dans ce pays, quand on fait quelque chose et que tu n'es pas présent, donc on fait contre toi, la CEI étant consciente de ce fait-là, décide donc d'associer les partis politiques. Sinon, les acteurs qui sont impliqués dans le découpage cartographique, c'est les mandataires de la CEI et puis l'administration locale. Ça, c'est eux qui sont habilités à regarder et puis décider. Ça, c'est important aussi de le préciser. Très bien. Donc, en tous les cas, Élysée voulait faire cette précision. Je vois Barry qui est toujours en train de sourire lorsqu'Élysée s'exprime. Vous avez un point d'accroche? Non, pas du tout. Ce qu'Élysée dit là, personne ne discute ça. Il y a ce qui est et puis il y a ce qui devrait être. Ce qu'il dit là, c'est ce qui devrait être. Maintenant, il y a une réalité qui est là. C'est que depuis près de 20 ans maintenant, la CEI est au cœur de tous les débats en ce qui concerne l'organisation des élections. Les partis politiques qui sont parties prenantes du processus passent leur temps à évoquer le découpage électoral. Donc pour moi, la CEI en tant qu'institution est avertie. Elle a fait des constats naturellement pour éviter demain que 2025 soit, comment dirais-je, comme les autres élections, un remake de contestation où on tire sur la CEI. Elle décide d'associer les acteurs politiques pour que demain, quelqu'un ne vienne pas dire que la CEI s'est retirée là-bas. Et elle n'a jamais dit le contraire, d'ailleurs. Très bien. Donc, une fois qu'on est tous d'accord, évoluons là-dessus, parce qu'on va recevoir notre invité. On va avancer, voilà, on va avancer, parce que je pense qu'on est d'accord sur ça. En tout cas, on est tous d'accord que la CEI a grandement intérêt d'associer tous les acteurs. C'est bien pour ça que nous avons posé la question de savoir... Tous les acteurs sont impérativement invités à s'associer à cette mise à jour de la cartographie pour éviter justement qu'on se retrouve dans des dissensions
inutile. Il est important évidemment de revenir parce que les deux dernières parties de notre émission vont être consacrées évidemment à ce grand sujet de nos sociétés, la place de la femme, le droit des femmes dans notre société. On recevra tout à l'heure, elle est déjà avec nous, Madame Eugénie Atia Kassi, qui sera avec nous pour parler justement de cette initiative de 8 martiennes. Et puis après, on aura donc la mère Dara, qui est aujourd'hui à la tête donc, des femmes du RAGP, qui est surtout une leader communautaire, pour nous parler justement de la place de la femme dans sa localité. Tout ça, c'est intéressant. Mais commençons par cette affaire du 8 mars, et je pense que ça va chauffer un peu. Non, ça devrait Vous vraiment voulez que pas... ça chauffe? Je savais qu'elles allaient me prendre au mot. Hein. Elles sont vigilantes, ces bonnes dames. Le 8 mars est une invention, Dieu merci, qui fait du bien aux femmes. Ça nous permet de faire le point des avancées, de voir les combats ou les autres points à améliorer. Alors, Madame Eugénie Atia Kassi, vous êtes présidente des 8 martiennes, assurément en souvenir justement de cette date-là. Pourquoi avoir choisi le 8 mars comme identité de votre association, de votre ONG, madame? Il y a quelque chose qui revient très souvent dans votre conversation, c'est que la lutte pour les droits des femmes ne doit pas être perçue comme un combat. Ne doit pas être perçue comme un combat entre les hommes et les femmes. Ah. C'est ça. Parce que, je vais vous le dire, je vais peut-être vous surprendre, nos plus grands supporters, ce sont des hommes. Nous avons des 8 martiens avec nous. Ça a toujours été ainsi Parce d'ailleurs. qu'il n'y a pas de 8 martiennes. Élisée dit ça a toujours été ainsi. Il n'y a pas de 8 martiennes sans 8 martiens. Ouais. Et il n'y aura pas de 8 martiens sans 8 martiennes. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on peut considérer que, je ne veux pas dire, on n'est pas à la fin de la lutte, mais on a le sentiment, je ne sais pas si je me trompe, bien le micro, on a le sentiment que c'est vraiment imprégné dans toute la société, cette journée et ses conséquences sur le reste de la société. Je vais vous donner une anecdote qui va nous permettre de situer les choses. Ce 8 mars, j'avais une conférence à donner et en attendant qu'on m'installe, je me suis retrouvée avec les gens qui passaient. Ils me disaient « Bonne fête, madame, bonne fête ». Bien évidemment, je n'avais pas le pain, je vous dirai pourquoi. Et donc, bonne fête, j'hésitais, j'avais envie de leur répondre. Et puis, le vigile qui était à côté qui me dit « Mais madame, vous n'avez pas de... les femmes de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez tout eu, on vous a tout donné. Vraiment, vous continuez de revendiquer, je ne comprends pas. » Je lui dis « Mais monsieur, qu'est-ce que vous pensez de l'excision ?» Il dit « Oh, mais ça, chez moi, ça existe. Hein. Chez moi, on continue de le faire. » Je dis « Bon, vous dites que nous avons tout obtenu. Nous avons une loi qui dit que justement les mutilations génitales sont interdites. Exactement. Mais vous savez qu'on continue de le faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Il dit non. Je dis, donc vous voyez qu'on a un sujet de lutte. Ouais, absolument. Il y a encore du travail. Il y a beaucoup de choses à faire Est-ce qu'il est encore. bon, et je pense qu'il faut établir cette vérité une fois pour toutes, qu'on nous aide à ne plus entendre bonne fête le 8. Ça n'a rien à voir avec une fête. C'est pas possible. Mais moi, j'aimerais bien une fête pour les femmes, c'est pas mauvais, c'est C'est la sympa. mission essentielle. Attendez du la 8 fête des mars. mères. Non, enfin, je sais pas, après, moi, je sais Non, pas. Moi, je oui, trouve à que la c'est fête des mères, plutôt mais cool. pour nous, le 8 mars, en fait, bon, je dis pour nous, enfin, Non, allez-y. moi, je comprends Je ne suis la pas l'invité, symbolique. allez-y. Je ne suis pas l'invité, mais elle va répondre à ça. Elle va Moi, je répondre. comprends la symbolique. Mais je trouve que c'est toujours bien parce que moi, les femmes, elles font notre société et qu'on les célèbre un jour qui n'est pas lié c'est pas à... c'est pas Non, ce jour-là. non, je veux dire, qui n'est pas lié à une forme de lutte. Ben, je trouve que la société aussi a le droit à un moment d'apprécier, de danser, d'aimer les femmes. Enfin, j'en sais rien, moi. Allez-y, D'abord, madame. la célébration du 8 mars, c'est la célébration de la lutte pour les droits des femmes. Très bien. Moi, j'estime que d'abord, les premières personnes à célébrer, ce sont nos devancières. Celles qui nous ont acquis ces droits pour lesquels nous sommes en train d'abandonner la lutte. Si on ne peut rien y apporter, ne leur faisons pas l'injure d'oublier la lutte. Excusez-moi. Souvent Moi, par le sang et morceau par de la mort. pagne. Oui. Oui. Ah, ça, c'est l'histoire du Ces pagne. femmes-là, il y en a qui sont mortes pour que nous puissions avoir ne serait-ce que le droit de vote. Vote. Série Marie Corée, ça, je vous rappelle, celles qui ont lutté en D'accord. Côte d'Ivoire, Jeanne Et non, en Gervais, Afrique, ici, sans voilà, oublier vous les voyez, vous les Madeleine citez. Tukaya et Est-ce bien que d'autres. ce jour-là, nous avons le droit, nous, jeunes femmes, aujourd'hui, d'abandonner cette lutte pour la transformer de façon progressive en une fête? Pour Ce vous, n'est pas justement, une fête. je vous arrête là. Pour vous, l'instauration du pagne d'État un peu dénature
la célébration. C'est ce que vous dites? Non seulement elle dénature la célébration, je ne suis pas contre le pagne. J'estime que le pagne va avoir tout son sens lorsqu'il sera associé à une activité, à une action que nous faisons. La ministre de la Femme le fait, elle fait des panels, elle fait des choses. Ou ça ne vous suffit pas? Qu'en pensez-vous? Quel est votre point là-dessus? Vous voyez, j'étais assise à l'entrée là. Toutes les jeunes femmes que j'ai vues passer sont en âge de procréation. Toutes les femmes, nous toutes qui sommes ici, est-ce que nous sommes d'accord, les hommes aussi, les 8 martiens, est-ce que nous sommes d'accord que le temps imparti pour le congé de maternité est assez court? Très court. Moi, je veux même en plus un congé de paternité. Le congé de paternité, nous l'avons eu. Dieu merci, nous l'avons avec les hommes de la fonction publique. Pour les hommes du privé, c'est 3 jours. C'est ça. Est-ce que pour la femme même. Pour la femme elle-même, nous avons 14 semaines. Il y a une jeune dame qui me disait ce 8 mars, Madame, il y a 3 ans, vous nous avez dit que le congé n'était pas suffisant, qu'il fallait qu'on fasse un plaidoyer, qu'on rejoigne le mouvement des 8 martiennes pour aller faire des plaidoyers auprès des pouvoirs publics pour qu'on puisse trouver des solutions. Et moi, à cette époque, je n'avais pas encore d'enfant, je trouvais que 2 mois, c'était beaucoup. Ah bon? Et là, c'est ce qu'elle disait, ouais. C'est ce qu'elle disait. Elle me dit, ce 8 mars-là, elle me dit, je viens d'avoir un bébé, et le jour où je devais le laisser pour partir à 2 mois, je n'avais pas de servante. C'était chaud. Quand j'ai pleuré, j'ai pensé à vous. Je suis venue voir ma DRH pour dire, je veux retrouver cette dame. Je dis, bon, bonne arrivée, madame la dans le combat. Dans le combat. Élisée Bologbé. Élise a une question pour vous. OK. Moi, on suit un peu le 8 mars. Chaque 8 mars, il y a un thème, il y a une thématique qui est donnée, en tout cas par les pouvoirs publics. Au niveau international même déjà. Au niveau international, d'accord. Et puis c'est décliné au niveau national. Ce que j'ai constaté, c'est que quand on finit le 8 mars, au prochain 8 mars, on n'a jamais fait le bilan du thème qui a été fait. On ne jette pas les perspectives, on a juste l'impression qu'on est vraiment dans une symbolique festive. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous pensez même que le choix des thématiques répond véritablement aux attentes même des droits des femmes? Madame Cassi. Je peux me permettre de vous faire un petit bisou? C'est possible. Il rejoint votre pensée, allez-y. Mais voilà, pasteur. le 8 mars, nous devons nous poser, qu'est-ce que nous avons fait pour l'avancée des droits des femmes? Cette année, le thème était en relation avec l'égalité homme-femme. La pauvreté, oui. Et la pauvreté. L'investissement Aujourd'hui, rapide, ouais. voilà les femmes, lorsqu'elles vont en pour les couche, femmes. ne serait-ce que ça, lorsqu'elles vont en couche, elles vont perdre du salaire. J'ai revisité encore les textes tout à l'heure. Nous prenons des thèmes qui sont à l'international, mais les conditions de la maternité, de la gestion de la maternité, la question de la maternité en Europe ne sont pas les mêmes que chez nous. C'est ça. Aujourd'hui, une femme qui va en couche, elle va perdre de l'argent. Elle va, lorsque son enfant est malade, elle est obligée de prendre un congé parental qui sera sans solde. Et le congé parental, ce qui est choquant, c'est qu'il n'est même pas pris en compte pour le calcul de son ancienneté. Donc c'est de l'argent qu'on perd. Déjà, c'est sans solde, ensuite, ça n'a pas pris pour le calcul. OK. Lorsque la femme est en couche, elle revient de couche, est-ce que nous avons les mêmes conditions qu'en Europe pour la garde, ne serait-ce que pour la garde des crèches enfants? et tout? Les crèches. Que dit, est-ce que la loi en Côte d'Ivoire impose les entreprises à avoir quelques mesures en faveur justement de la garde des enfants ou pas? Justement, lorsque nous avons créé les 8 martiennes, nous avons pensé à toutes les femmes. Il n'y a pas que les entreprises. Il y a des entreprises qui peuvent se permettre d'avoir des crèches. Oui. Bon, ce n'est peut-être pas encore une obligation légale, mais est-ce que le dispositif même institutionnel, est-ce qu'il favorise l'égalité homme-femme? Parce que la femme qui doit perdre du salaire parce que son enfant est malade, parce qu'elle revient de couche, parce qu'elle n'a pas de servante, messieurs, les servantes elles-mêmes sont des femmes. C'est ça. La servante, aujourd'hui, lorsqu'elle porte une grossesse, mais elle perd son salaire. Elle est obligée de laisser tomber son travail. Très bien. Est-ce qu'on a réfléchi au dispositif à mettre en place pour accompagner les femmes, justement, pour qu'elles puissent concilier vie professionnelle et vie familiale? On aurait aimé vous avoir sur le plateau et faire le débat avec vous parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je vous écoute religieusement, mais en même temps, je voudrais lire votre thématique. Je suis 8 martienne. Après la fête et le pagne, retrouvons-nous autour du thème 2024, année du droit à la maternité pour les femmes au travail. Et je pense qu'on trouvera un autre cadre
hors mars, n'est-ce pas? Non, parce que toujours, c'est le 8 mars de toutes les façons. Voilà. Donc le 8 mars prochain, donc on trouvera c'est-à-dire pour lundi s'asseoir, pour ou mardi, on se décrypter. retrouvera. Et puis, j'aurais vraiment aimé parler de votre relation avec l'institutionnel, le ministère de la Femme, votre relation et tout. Mais on n'a pas le temps. Mais c'est pas grave, je pense que vous reviendrez. Bon, en tout cas, c'est le 30 mars à 8h30 à l'hôtel Belle-Côte. Voilà, ici. C'est déjà demain. Voilà, c'est déjà demain, 8h30. Je sais que tout le monde vous rejoindra et vous allez pouvoir faire avancer les choses. Merci en tout cas d'être 8 martienne. Merci pour nous. Je vous aime. Merci. Quelle déclaration. Ah bah oui, j'aime la thématique qu'elle porte. À tout de suite. Nous sommes très heureux d'être avec vous en ce vendredi saint. C'est la seconde partie de ce temps d'antenne. Notre plateau est le même, il n'a pas changé, sauf que nous a rejoint avec nous maintenant Madame Arlette Badou, maire d'Ara et présidente de l'Union des femmes du RHDP. Aujourd'hui, on est vraiment dans la symbolique, dans la dynamique du 8 mars, André. Bien sûr. Place aux femmes en tant que maire d'Ara depuis 2016. Comment est-ce qu'elle, 18 pardon, comment est-ce qu'elle gère la commune, les challenges, est-ce que les hommes l'ont fatiguée un peu? Comment est-ce qu'elle a pu réussir à avoir l'assentiment familial? Je peux dire juste quelque chose? Pourquoi vous demandez la permission? Non, Madame le maire, je peux dire juste quelque chose? Oui. On souffre. On souffre Que je veux dire. même. Comment est-ce qu'elle a fait justement pour avoir l'assentiment familial? Parce que pour les femmes en politique, il y a ce premier rideau, la famille, comment est-ce qu'on va réagir et tout cela. Enfin bref, Madame le maire et la présidente des femmes du RHDP va se raconter à notre plateau aujourd'hui avec vos différentes questions. André, Bien vous sûr. souffrez mais réagissez. Non, il y a pas. Nous sommes très heureux de savoir que une des femmes leaders de notre pays accepte de venir clôturer ce mois de mars avec nous pour marquer le coup, pour que nous comprenions que les femmes sont au combat et qu'elles ne lâchent pas, on va dire, l'action d'émancipation de toutes leurs consoeurs, parce que c'est de ça qu'il est question. En tout cas, merci d'être avec nous, Madame la Présidente. Et aujourd'hui, d'aucuns diraient, en tant que femme, vous êtes parmi les nombreux maires de Côte d'Ivoire. Vous dites quoi? Vous êtes trop seul? Il n'y en a pas assez? Et ou bien vous vous dites, ben, finalement, j'ai réussi à y être, ça va encourager d'autres. C'est quoi votre sentiment d'être comme ça, une pionnière aussi? Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de participer à cette émission et surtout de donner notre contribution par rapport au 8 mars et à tout le mois de mars qui est dédié aux droits de la femme. Au niveau de la mairie, si je peux dire, au niveau de l'Union des villes et communes, qui est la fêtière des 201 maires de Côte d'Ivoire, ce que je peux dire, c'est que nous, femmes, nous sommes pour cette législature, disons cette mandature 2023, nous sommes 24. 24 femmes. Et 24 sur 201, il faut comprendre que nous sommes encore en minorité et nous souhaitons que ce nombre puisse accroître. Et donc nous représentons, pas moi seule, mais nous représentons, nous femmes élues maires depuis 2023, nous représentons ce noyau qui doit pouvoir booster, pouvoir tisser, tirer les autres, à aller vers ces collectivités. Quelles sont les véritables barrières qui empêchent les femmes d'entrer en politique? Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, hein, il y a plusieurs barrières. Il y a d'abord la famille, il y a d'abord les finances, et puis il y a des pesanteurs aussi culturelles qui font. Mais je crois que de plus en plus, nous sommes en train de déverrouiller toutes ces barrières-là, parce que, bon, au niveau de la famille, nous voyons de plus en plus des femmes engagées. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le quota des 30%, mais nous voyons de plus en plus des femmes engagées et surtout des femmes qui rentrent dans des métiers qui étaient jadis dédiés uniquement aux hommes. Donc cela est une inspiration pour la jeune génération qui... Je voudrais juste comprendre quelque chose, André, Madame le maire. Quelles sont les peurs que les familles ont? D'abord, il faut dire que ce n'est pas facile pour une femme en politique. Il y a d'abord le regard des autres, surtout les hommes, excusez-moi, et qui ne font pas de cadeaux. Les hommes qui ne nous font pas de cadeaux, qui luttent sur le terrain avec nous, comme leur
collègues hommes. Hein. Donc les époux ont peur. Les époux ont peur, la famille, les parents, les sœurs, les frères, les enfants ont peur que vous ne soyez l'objet d'injures, souvent jusqu'en bas du pagne, de la ceinture. Donc vous voyez que c'est pas en bas du pagne. Donc c'est tout cela, ces peurs qui font que certaines familles ne veulent pas que des femmes s'engagent. Une fois comme vous, on a passé toutes ces barrières-là, on est arrivé à ce stade, est-ce qu'on se dit qu'on a un rôle, j'allais dire, différent du fait que vous y êtes parmi ces 24? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous anime? Bien entendu, nous nous considérons comme la locomotive, comme avant nos pionnières. Aujourd'hui, nous nous considérons comme des locomotives qui allons tirer aussi, à notre manière, d'autres jeunes dames, d'autres dames. Et ça va consister en quoi, votre action de locomotive? Notre action, c'est déjà de bien faire. Déjà de donner l'exemple par notre gestion. Et je crois que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, l'a déjà dit à plusieurs reprises. La gestion au niveau des collectivités avec les femmes, c'est vraiment, je dirais, garanti. La réussite est garantie. Et donc, il faut de plus en plus confier ces collectivités aux femmes. Très bien. Que nous gérons comme des mères de famille. Et puis, ce n'est pas la politique politicienne. C'est vraiment aller donner développement, donner le bien-être aux populations, essayer de mieux écouter les personnes qui vivent dans votre périmètre communal. Pascal, question. Bon, écoutez, Madame Arlette Badung Guessan-Kwame, mais vous avez été ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle dans le gouvernement du Premier ministre Patrick Achi. Vous avez été nommé le 6 avril 2021. Vous êtes actuellement maire de la commune d'Ara dans le Moronou. Et puis, vous êtes secrétaire général de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Donc, déjà, félicitations. Merci. Alors, est-ce que je dis Madame le ministre, Madame la présidente ou Madame le maire? Qu'est-ce que vous préférez? Je préfère Madame le maire. Vous préférez Madame le maire. Ça montre donc votre proximité avec les populations. Vous avez organisé, c'était hier ou avant-hier. Une rupture collective avec certains de vos administrés, puisqu'ils ne pouvaient pas être tous là. C'était quoi le message hier que vous avez porté à vos administrés et puis aux femmes en particulier? D'abord, le message de cohésion, le message de paix et de vivre ensemble. Vous savez, quand on est dans une commune, il faut œuvrer chaque jour à ce qu'il y ait la cohésion. Sans la cohésion, sans la paix, nous ne pouvons rien entreprendre. Et étant donné qu'une commune abrite plusieurs communautés, il faut aller dans le sens de mettre tout le monde ensemble et de ne pas avoir de parti pris, même si on sait qu'il y a beaucoup plus d'autochtones que d'allogènes ou de personnes qui sont venues vivre avec nous. Il faut faire en sorte que toutes ces parties-là s'emboîtent et que l'harmonie règne dans la commune afin de pouvoir développer votre vision, de pouvoir entreprendre pour tout le monde. Très bien. Et juste une question sur le statut de maire. Alors, pour Ara, aujourd'hui, puisque vous avez dit que vous préférez qu'on vous appelle Madame le maire, donc je pense que Ara, c'est dans votre cœur. Pour Ara, aujourd'hui, quels sont les défis, quelles sont les difficultés? Comment vous voyez Ara dans 5 ans avec les actions que vous menez aujourd'hui? J'ai préféré qu'on m'appelle Madame le maire parce que c'est une confiance. C'est une confiance que la population vous accorde. Et donc, il faut mériter cette confiance. Et donc, nous, tout de suite, quand on est arrivé, nous avons essayé d'offrir quand même des structures de base. Parce que Ara étant excentré, nous avons pas mal de besoins en termes d'infrastructures, en termes de santé. L'hôpital général est l'hôpital général de Nons. Il fallait s'atteler à renforcer le plateau technique qui va dans le sens d'aider les populations à se soigner. Il fallait, au niveau de l'éducation nationale, nous avons des nombres pléthoriques d'enfants dans des salles de classe. Il fallait augmenter le nombre de capacités. Bon, pour le lycée, nous sommes encore en quête. Mais pour l'école primaire, nous avons vraiment avancé avec déjà plus ou moins 30 salles. Parce que quand je dis plus ou moins, c'est 28 salles de classe construites plus 2 bureaux. Donc, nous sommes à une trentaine de salles. Donc, cela a augmenté la capacité d'accès. Il fallait aussi l'eau potable, il fallait l'extension de l'électricité. Et puis, bien entendu, essayer d'organiser les femmes, organiser les jeunes
pour pouvoir leur donner la possibilité de s'autonomiser et aux jeunes la possibilité d'entreprendre. Donc vous ne chômez pas à la tête d'Ara, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Non, je ne chôme pas. C'est vrai que je ne suis pas tout le temps à Ara, mais je ne chôme pas parce que, bon, grâce à la technologie, aujourd'hui, on peut travailler en ligne, on peut parler, on peut déjà donner des instructions à partir du téléphone, à partir d'une visioconférence. Et donc, nous ne chômons pas. Élisée Boulouba, une question pour vous, Madame le maire. Madame le maire, nous sommes en train d'être suivis certainement par des millions ou des milliers de jeunes filles qui souhaiteraient peut-être entrer en politique également. Comment on fait pour arriver à ce niveau de responsabilité politique et aujourd'hui avoir la confiance des populations? Quelles sont les valeurs qu'il faut cultiver pour permettre à ces jeunes filles-là qui éventuellement veulent s'engager à la politique d'arriver là où vous êtes arrivé aujourd'hui, parce qu'on peut considérer que vous n'êtes peut-être pas totalement au sommet, mais vous n'y êtes pas loin en tout cas. Voilà, en étant président des femmes du RHDP, en étant maire, en étant secrétaire général de l'UVIC aussi. Quelles sont les valeurs? Les valeurs, il faut déjà avoir l'amour du travail bien fait. Il faut se former. Il faut se former, il faut apprendre. Et il faut apprendre aux côtés de personnes déjà avancées dans le domaine qu'on veut embrasser. Et il faut beaucoup de formation parce que rentrer en politique, on l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup de risques, c'est beaucoup de contraintes. Donc il faut déjà savoir les rudiments. Il faut savoir où on va, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et pouvoir... Sur qui on peut compter. Sur qui on peut compter. Mais bon, oui, un mentorat, peut-être, mais nous-mêmes, il faudrait que nous soyons formés. Voilà, la formation, on n'a pas forcément besoin d'un tutorat, mais il faut être formé. Très bien. Barry? Alors, moi, je vais poser la question à Madame la Présidente des femmes du RHDP. Quels sont les grands axes de votre programme? Au niveau du RHDP, oui, au niveau des femmes. Je ne vais pas vous la donner ici parce que bon, je suis venue dans le cadre de la mairie, mais j'aurai d'autres occasions pour vous donner amplement la vision. Mais ce qui est essentiel qu'il faut retenir, c'est que nous sommes à la tête des femmes du RHDP pour d'abord remobiliser nos bases et redynamiser afin que les femmes soient au centre de l'action du RHDP et porter la candidature de 2025, puisque nous sommes, je vous ai entendu tout à l'heure parler avec les réorganisations qui sont en train de se faire, que le RHDP sorte victorieux des élections présidentielles 2025. Pour rester juste avant Marius, qui est un voisin, ou je ne sais pas, c'est très loin ou à côté, aujourd'hui les femmes du RHDP, comment elles se sentent dans cette mobilisation? Est-ce qu'il y a un engagement fort? Elles se sentent impliquées? Ou bien on se dit, bien ça entendu, va venir quand l'élection va approcher? Comment ça se passe? Elles sont très impliquées, elles sont engagées et elles n'attendent que les mots d'ordre. Et nous sommes, comme je l'ai dit, nous avons déjà mis en place le bureau. Et donc nous sommes en train de définir les activités que nous allons mener pour maintenir le RHDP comme parti leader au niveau de la Côte d'Ivoire et surtout envoyer d'autres femmes, pas forcément, nous sommes déjà engagés, mais encourager d'autres femmes à rejoindre le RHDP pour que nous soyons toujours au même niveau. Voilà. Alors, moi, je reviendrai au 8 mars. J'aimerais avoir votre vision. Est-ce que vous pensez que les femmes ivoiriennes sont assez informées de leurs droits ou on est en train de galvauder autant que faire se peut le 8 mars? Et que pensez-vous justement de cette affaire de Pagne qui, au dire de certains et de certaines, est en train de changer justement la dynamique du combat ou des droits de la femme? Votre réaction sur ces sujets-là? Bon, je pense que les femmes ivoiriennes sont assez informées de leurs droits. Peut-être celles qui sont en milieu rural ne sont pas encore dans cette mouvance. Et bon, il faut comprendre, il y a déjà le fait que l'analphabétisme est beaucoup plus poussé dans ces zones-là. Et donc, bon, parlant des pagnes, moi je pense que là où il y a la femme, il y a toujours la fête. Et donc, il n'y a que par ce moyen-là que nous pouvons
emballer nos sœurs, nos filles dans les zones. Donc, la fête, en fait, est un appât. Enfin, si fête il y a, voilà, la fête est je un pense appât. que c'est un appât de rassemblement pour porter le message, des droits des femmes au niveau de la Côte d'Ivoire. Marie Komoué? Oui, Madame le maire, puisque vous l'avez souligné, vous êtes là justement en cette qualité. En tant que membre de la société civile, je voudrais donc m'appesantir dans ces échanges avec vous sur la question de l'autonomisation de la femme dans votre région, mais également sur les questions de la satisfaction des besoins essentiels de vos populations, en termes d'adduction d'eau potable, en termes d'électrification, parce qu'on le dit très souvent, mais dans nos régions et dans nos villages, on parle de villages électrifiés, mais quand on y va, on voit bien des lampadaires sans ampoule. Et dans certains villages, la lumière, c'est véritablement, j'allais dire, de l'or pour certains de nos compatriotes. Et il serait bon, certainement, que vous nous évoquiez un peu sur ce sujet en nous permettant de savoir un peu ce que vous faites pour améliorer les conditions de vie et le bien-être de vos populations. On va permettre à Madame le maire de répondre. Oui, je disais tout à l'heure, nous avons la vision, la charge de porter à l'État les besoins des populations pour trouver des solutions. Et maintenant, moi, ce que je constate au niveau des solutions que l'État adresse vis-à-vis des populations, c'est un problème de suivi. Et donc, c'est un problème de responsabilité de la CIE, un problème de suivi. De suivi. On peut avoir des détails, c'est-à-dire de suivre ce qu'on a installé. Une fois que l'État a permis l'électrification, il faut un suivi. Et surtout que c'est la CIE qui bénéficie des abonnements et tout. Est-ce que ce n'est pas à la mairie justement de faire le suivi pour justement... nous, on leur porte tout ce que nous voyons, nous constatons sur le terrain, nous leur portons l'information. C'est à eux maintenant de résoudre les problèmes, d'envoyer les équipes pour résoudre les problèmes. La question de l'autonomisation des femmes, nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà dans un premier temps organisé les femmes. Il faut les organiser en groupement, en association, pour pouvoir offrir les moyens de l'autonomisation. Individuellement, ce serait très difficile pour nous parce que vous voyez, l'État subventionne les mairies, mais ces subventions ne sont pas assez. Les recettes propres induites par les mairies même ne sont pas aussi importantes pour pouvoir réaliser ce que nous avons à réaliser pour les populations. Donc nous sommes toujours au niveau de l'État à demander que l'État intervienne très souvent directement en dehors des subventions, en dehors des recettes propres des mairies. Et donc pour les femmes, nous sommes organisés et nous leur offrons chaque année par groupement, par secteur, les moyens de pouvoir appuyer leur activité et puis d'en tirer profit. Vous savez, tout à l'heure, la question que je vous posais à propos du RHDP, enfin, c'était une question qui était induite aussi par quelque chose que beaucoup pensent être un reproche à nos femmes, c'est qu'elles ne s'engagent pas assez. Parce que les partis sont ouverts, mais les femmes ne s'engagent pas assez. Est-ce que vous partagez cet avis-là, cette critique qui est de nous dire que parfois, si les femmes ne sont pas là-bas, c'est qu'elles-mêmes, voilà... Est-ce que je pense que c'est une mauvaise interprétation. Parce que dans tous les partis politiques, les femmes ont toujours eu la force. C'est la force du parti. Les femmes représentent la force du parti dans n'importe quel parti et encore plus au niveau du RHDP. Donc elles sont engagées. C'est une question d'organisation, une question de vision, une question d'activité qui puisse les mobiliser davantage autour des... Mais qu'est-ce qui explique, Madame le maire, qu'on n'ait pas plus de femmes qu'on propose au poste électif, alors que l'État... il y a des lois qui enjoignent aux partis politiques de faire plus. C'est quoi? C'est que les femmes ne se battent pas assez ou bien les partis politiques sont un peu... Je pense qu'il n'y a pas assez de femmes qui s'engagent. Il y a nombreuses femmes, il y a beaucoup de femmes à l'intérieur des partis, il y a beaucoup de militantes, mais beaucoup ne s'engagent pas, comme pour les raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure. Et donc, il va falloir jouer sur la formation pour peut-être briser ces barrières-là, à l'effet que ces femmes-là puissent s'engager. Nous avons 30% aujourd'hui, mais on ne peut pas avoir les 30%. Quand vous regardez dans n'importe quel parti,
Le président a dû... Si le vivier n'existe pas, il n'y a pas de moyen d'aller prendre 30% dans rien du tout. Ben voilà. Ah, justement, à propos de vivier, bon, permettez-moi quand même, faut qu'on en parle. La place de l'homme, le rôle de l'homme. Quand je parle de l'homme, c'est l'homme qui partage votre vie. Oui. C'est ça, Madame le maire, c'est important. Oui. À quel point la place de votre conjoint a pu être capitale dans l'engagement que vous avez aujourd'hui pour vos concitoyens? C'est mon premier engagement politique. C'est mon premier soutien. Donc, il a fallu qu'il accepte que je m'engage. C'est vrai, je peux avoir la volonté, je peux avoir les atouts, je peux avoir l'environnement. Il faut savoir aussi que je suis dans une famille, je suis issu d'une famille politique. Oui. Mon père a été le premier maire d'Ara. Son frère est aussi dans la politique à un niveau. Et je pense que nous avons une famille politique. Mais il a fallu que mon homme, que mon époux accepte que je m'engage. Sinon, je serais restée fille de famille et qu'il vous accompagne politique. Aussi. Et qu'il m'accompagne surtout. Et qu'il comprenne vos contraintes également. Évidemment. Évidemment. Merci Élisée, Pascal, de soutenir. Alors, revenons donc à Madame le maire. Pour terminer, comment faire pour développer ARA, puisque l'État ne peut pas tout faire? Est-ce que aller sur le postulat des jumelages pourrait apporter quelque chose, un rayonnement à ces localités-là? Oui, nous sommes dans la tendance de la coopération internationale avec un certain nombre de pays. Nous avons le Maroc, nous avons la France qui est originellement le pays de... Et aujourd'hui, nous allons aussi vers la Belgique. Et, vous avez fait vos études? Où j'ai fait mes études, voilà. Donc, nous sommes sur des pistes. Et je pense qu'à ce niveau-là, nous pourrons avoir gain de cause pour pouvoir booster aussi ce que nous faisons déjà sur le terrain. Quand on vous entend, on finit par se dire très souvent, et en tout cas beaucoup plus, il faut que nos femmes, nos dames, celles qui portent de nombreux projets dans notre vie de tous les jours, elles sont partout dans tous les secteurs d'activité, elles viennent s'exprimer comme ça, et intelligemment, elles nous donnent envie d'être une femme. Que ce soit à nous. Oh, mais pourquoi pas? J'aimerais bien. On ne dira pas jusque-là. Mais en tout cas, nous sommes très heureux. Moi, je voudrais rappeler quelque chose. C'est un plaidoyer que nous faisons depuis. Je voudrais attirer l'attention qu'il faut, pour que les femmes s'engagent réellement, nous avons dit tout à l'heure qu'il y avait des contraintes. Mais le volet financier aussi est très, très, très prépondérant dans cet engagement. Et donc, il va falloir à l'État... d'être politicien. Bien sûr, bien sûr. D'être politicienne. Voilà, donc il va falloir que l'État, en plus des lois qu'on nous a données, des droits qu'on nous a donnés, des 30%, il va falloir ajouter la discrimination positive pour aider les femmes à s'engager réellement. Ça s'applaudit, parce qu'on espère qu'il y aura une loi Arlette Badou qu'un député va porter pour financer beaucoup plus les femmes à faire de la politique. Et je pense que ce serait une très, très bonne mesure. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Merci de votre gentillesse, Madame le maire. Merci. De venir clôturer comme ça un mois consacré à la femme. Sur merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et moi, je profite pour dire merci donc à notre... set d'amis. On se retrouvera lundi, lundi férié pour l'émission, voilà. Avec les œufs de Pâques. Avec les œufs de Pâques. J'espère que quelqu'un les ramènera. Enfin bref, merci de nous avoir suivis. On a eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Vendredi Saint, passez un très bon week-end. Et on se retrouve lundi pour la résurrection et dans la paix du Seigneur. Dieu vous garde et les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir. À Galilée, qu'on se retrouve. C'est ça.